Voilà, c'est parti. Bonjour Sylvie. Bonjour Julie. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième épisode de la découverte de San Francisco et San Diego avec nos analogies et nos différences. Ce que vous allez voir ce matin, c'est nos parcs urbains, nos géants. Donc je vais vous montrer où je me trouve. Voilà. Donc vous pouvez voir mon joli ciel de Californie. Il fait un peu plus froid que la semaine dernière. Il fait 20 degrés Celsius, mais on ne s'en plaindra Mmh. pas quand même. Heu, Voilà. Aujourd'hui, nous avons, très frais à San Francisco. Il fait moins de 15 degrés. Ça va se réchauffer un petit peu dans la journée, mais c'est vraiment frais. Ah, c'est la température de notre océan. Voilà, donc effectivement, Californie du Sud et Californie du Nord. Donc je suis Voilà. arrivée à Balboa Park en traversant ce pont, le pont de Cabrillo, qui fait presque 300 mètres de long. Donc ça m'a pris quelques minutes. Et je vais vous transporter dans l'histoire de Balboa Park. Donc je vais vous montrer des éléments remarquables, des arbres tous plus beaux les uns que les autres. Et avant de faire cela, il est important pour moi de vous parler un petit peu de l'histoire pour que l'on puisse comprendre où on se situe. Donc il y a eu des visionnaires qui, en 1868, décidèrent de garder des terres arides au nord du centre-ville de San Diego pour en faire un parc de loisirs, d'éducation accessible pour tous. Suite à la création du canal de Panama qui a vraiment changé les choses pour les explorateurs, hein, leur route était beaucoup plus rapide pour venir jusqu'en Californie. Euh, donc le canal de Panama 1914, bien sûr, avec ce long couloir qui relie nos deux océans, donc Pacifique et Atlantique, de plus de 77 km de long. Il a été décidé de faire une première exposition ici même à San Diego parce que nous sommes le premier lieu aux États-Unis d'Amérique avant toute autre ville. Donc voilà, je me situe devant la porte d'entrée de cette exposition. Vous pouvez voir le 1915 et la représentation des océans à travers des dieux. Donc le Pacifique est représenté par une femme que vous pouvez voir sur la gauche, voilà, et l'Atlantique, un homme. Et donc, ce qu'il fallait savoir aussi, c'est qu'il y a eu une autre exposition auquel j'y ferai référence en 1935. Donc, autant celle de 1915 était faite pour célébrer ce canal de Panama. C'était une foire, une exposition, il y avait beaucoup de vendeurs. Autant celle de 1935 arrivait juste après la récession de 1929. Donc, il était important de relancer l'économie. Donc, notre deuxième exposition, la California Pacific International Relations, était mise en place pour pouvoir voilà, relancer l'économie. Donc, je me suis déplacée, regardez, je vais vous faire un petit tour. Voilà. Je me suis déplacée dans ce qui s'appelle le quadrangle à l'entrée du parc, parce que comme vous avez pu le constater, cette place se trouve entourée de 4 murs. Notre parc de Balboa fait un peu plus de 5 km². D'ailleurs, le tien fait combien de dimensions, Ah oui, Sylvie? oui, alors, le parc de Balboa est plus grand que Golden Gate Park, puisque nous, il ne fait que, 4,5 km². Mais, pour ceux pour qui, ces chiffres ne parlent guère, et qui connaîtraient Central Park à New York, beaucoup de voyageurs, connaissent Central Park et sont impressionnés par ses dimensions. Eh bien, ici à Golden Gate Park, c'est environ 20 plus grand que Central Park à New York. Donc ça reste des univers très vastes. Voilà, tout à fait. Et donc, nous sommes encore plus grands. Donc, et c'est normal puisque nous avons été décidés en étant inspirés par Central Park et le Golden Gate Park, bien évidemment. Donc, cette place centrale, alors Balboa Park, c'est plus de 17 musées, 15 jardins, des milliers, des dizaines de milliers d'arbres, des orchidées. Et là, je me trouve devant un des musées, donc, qui s'appelait jusqu'à cette année le Musée de l'Homme. Et donc, c'était très controversé déjà dès lors de sa création. Hein, les femmes sont très fortes à San Diego, donc ça posait déjà problème. Et finalement, en 2020, enfin,
ce musée a changé de nom, non pas pour le musée de l'homme et la femme, comme il avait été discuté au début des années 15, Mhm. 1915, mais au musée de tous maintenant. Il s'appelle le musée de tous, de nous tous, avec cette inclusion vraiment de chaque culture, chaque nationalité, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite ou qui auraient des maladies aussi mentales. Donc tout va être mis en place maintenant pour accepter chacun dans ce musée. Et Très là, bien. regardez sur sa droite, vous avez une des emblèmes de San Diego, la majestueuse California Tower, haute de 60 mètres. Elle est depuis un peu plus d'un an et demi, il est possible d'y monter. Bon, là, bien évidemment, nos musées sont tous fermés. Il y a 125 marches. Donc, les plus chanceux peuvent arriver jusqu'en haut et voir une vue à 360 degrés sur notre magnifique ville de San Diego, avec le zoo de ce côté, notre magnifique centre-ville de celui-là. Donc, dès que tout pourra réouvrir, j'encourage les gens qui ont une bonne santé physique de monter parce que la vue est vraiment extraordinaire. Et on va regarder un petit peu de plus près son architecture. J'espère que vous voyez bien à mon écran. Ce qui se Oui. faisait à l'époque, voilà, donc l'architecte principal du parc s'appelle Bertram Goodhue, et il a voulu représenter vraiment le style espagnol colonial, puisque nous sommes proches du Mexique, bien évidemment, et en honneur des fameux explorateurs européens. Donc, vous pouvez constater aussi un petit peu un style baroque, limite rococo, un petit peu gothique, c'est un mélange. Et bien évidemment, dans l'art espagnol, on retrouve aussi l'art mauresque, avec notamment ces jolis carreaux tout en haut. Voilà pour notre magnifique emblème de San Diego. Et toi, Sylvie? Ah, Oh, très bien. Ah, ben, juste deux petites alors, notes. je vais vous expliquer. Donc, il n'y a pas de cloche, mais des carillons tout en haut qui sont bien évidemment maintenant sous forme de speakers et qui sonnent tous les quarts d'heure, donc très furtivement, très brièvement, comme vous avez pu l'entendre à l'instant. Par contre, en heure pleine, ça sonne plus longtemps. Et à midi, vous avez le droit à un vrai spectacle qui dure quelques minutes. C'est vraiment très, très sympathique de venir à Balboa Park. Donc, je te laisse la main après cette petite Voilà. sonnerie. Voilà. Oui, très joli. Donc ici, nous sommes, je suis vraiment dans un des spots du parc, de Golden Gate Park, et aussi un des spots les plus célèbres de San Francisco. Donc le parc, en fait, c'est 150 ans cette année. Donc, c'est bon anniversaire Golden Gate Park, et pour célébrer ce parc, eh bien, les San Franciscains en profitent encore plus cette année pour se promener, se prélasser, faire du sport et tout un tas d'activités de plein air qui sont vraiment très nombreuses ici. Heu et puis, également, on a 2 grands musées qui sont le musée de Yang, un musée d'art, et le musée de l'Académie des sciences. Et j'invite vraiment les voyageurs à explorer cet univers parce que c'est très facile d'accès depuis le centre-ville, et on peut, par exemple, louer des vélos et partir en vélo jusqu'à l'océan. Ça fait environ 5 kilomètres d'ici où je me trouve jusqu'à l'océan Pacifique. C'est un faux plat qui descend doucement vers l'océan. Les voyageurs en fauteuil roulant et les voyageuses en fauteuil roulant aussi peuvent vraiment profiter du parc et explorer partout. Les chemins sont bien balisés. Vous voyez ici de ce côté, voilà, derrière moi, donc une grande avenue qui traverse le parc, et vous voyez les gens qui s'y promènent, qui courent, qui font du vélo. Cette avenue était jusqu'à l'année dernière ouverte au trafic des voitures, et c'est un des bénéfices de cette année. Elle est à présent
fermé aux voitures. Le dimanche et le week-end, des gens viennent pique-niquer, notamment dans cet espace. Et on va voir que le Golden Gate Park, c'est en fait une série de jardins. Vous avez par exemple au loin, là-bas, vous voyez là-bas, le Arizona Garden. C'est un jardin, comme vous pouvez l'imaginer, de cactus. Et puis, il y a également à côté le jardin des dahlias, le dahlia étant la fleur symbole de San Francisco. La fleur symbole de Californie, c'est le poppy. C'est de la famille des coquelicots jaunes. Et vous voyez ici, dans ces parterres de fleurs, les poppies qui viennent d'être plantées par les jardiniers qui changent ces parterres de fleurs 4 fois par an. C'est toujours un spectacle. Donc, au milieu des poppies, vous apercevez, je pense à l'image, cette sculpture dorée qui est une œuvre de Jean-Michel Othoniel, un sculpteur français qui a nommé son œuvre La Rose des Vents. Et c'est une sculpture qui tourne et qui bouge avec le vent, lorsque le vent souffle assez fort. Donc, ce que vous avez devant vous, c'est vraiment un des spots les plus célèbres de la ville et c'est un jardin à la française. Vous voyez ces parterres de fleurs très géométriques qui donnent un sens d'ordre, une immense perspective, une terrasse avec un monument dessus entouré par des palmiers des Canaries et ce bâtiment, c'est notre conservatoire des fleurs, Conservatory of Flowers. C'est un jardin botanique. À l'intérieur, il y a une collection de plantes et notamment beaucoup d'espèces d'orchidées. Alors souvent, les gens pensent que c'est un bâtiment de verre, bien sûr, mais avec une structure d'acier. Eh bien non, c'est un bâtiment avec une structure de bois. Et c'est certainement cette structure de bois qui lui a permis de traverser le grand tremblement de terre de 1906 sans aucun problème. Il est resté intact alors que dans la ville de San Francisco, 28 000 buildings s'écroulaient. Bon, c'était souvent aussi à cause du feu qui n'a pas pris ici dans le parc. Donc vous voyez ce conservatoire des fleurs, il a traversé les siècles et il est arrivé jusqu'à nous intact, mais en 1995, il a eu des problèmes parce qu'il y avait des tempêtes d'hiver qui l'ont gravement endommagé et alors les vitres ont volé en éclats et lors de la rénovation, on a eu une révélation parce qu'on s'est aperçu que 2 tiers de la structure de bois était faite de redwood. Ces redwood séquoia qui sont les arbres dont on a fait aussi les maisons victoriennes. Et on avait longtemps pensé, toujours pensé, que le conservatoire des fleurs avait été fabriqué en Europe. Certains disaient non, il a été fabriqué sur la côte Est. Mais en réalité, le redwood, c'est un arbre qui ne pousse que sur la côte Ouest. Donc, il a été certainement fabriqué ici. Cet écrin de verdure, c'est un peu un miracle parce que notre parc a été construit sur un site de dunes. Ici, partout, jusqu'en 1864. C'était un site de dunes balayé par les vents. Et le créateur du parc, William Amenhall, a sorti du sable toute cette verdure et a créé le parc. C'était un visionnaire, un jeune ingénieur de 24 ans qui travaillait pour l'armée et qui a eu cette vision du parc alors que le créateur de Central Park était venu et avait dit non, 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 ce ne sera pas possible de faire un parc ici. Et voilà, aujourd'hui. Donc William Amenhall, c'est vraiment le créateur de ce miracle, euh, un parc sorti du sable, entièrement créé de main d'homme. Voilà, Julie. Quelle chance!
Alors entre-temps, je me suis déplacée donc, je ne me situerai aujourd'hui que dans la partie centrale de notre parc, hein, qui est bien trop grand à faire en 30 minutes. Donc je me suis déplacée, nous aussi devant notre serre, notre jardin botanique dans Balboa Park, voilà et qui tout comme toi, a des similitudes, à Ah oui, savoir, absolument. oui, donc sa structure est, métallique, l'armature. Par contre, tout est fait uniquement de lattes de bois et de redwood. Ce bois très Mmh. dur et très résistant aux intempéries et ce qui lui donne un chic et une particularité unique, c'est que pour une serre, il n'y a pas, une seule vitre, il n'y a pas, une seule fenêtre. Ce n'est uniquement que des lattes de bois. Donc, nous ne le ferons pas, mais si vous voulez, je pourrais très bien passer ma main entre ces lattes. Et ce qui donne d'ailleurs que quand donc ce bâtiment est gratuit à visiter pour tous nos voyageurs, il est fréquent à l'intérieur de se retrouver avec des petits papillons qui arrivent et des petits oiseaux qui arrivent à se frayer entre ces fameuses lattes de bois. Donc vous ne voyez peut-être pas très très bien, mais à l'intérieur, ce sont plutôt des plantes exotiques type palmier, azalée, bambou. Il y a plus de 2000 orchidées, 2100 orchidées, avec certaines avec des couleurs assez originales. Nous avons aussi des plantes carnivores, carnivores à mouches. Hein. on, aime, on aime nos voyageurs à San Diego. Et donc voilà, donc c'est un bâtiment gratuit, accessible pour tous. Et il faut vraiment s'y arrêter, sachant que c'est l'un des bâtiments les plus pris en photo de San Diego. Voilà. Et Oui. tout autour, nous sommes dans des jardins, donc généralement, à Balboa Park, vous avez des musiciens, vous avez parfois des magiciens. Et en même temps que la création de ce jardin, donc en 1915, pour la première exposition, il a été réalisé un bassin. Je vais vous montrer. Euh, voilà. Donc nous l'appelons notre bassin avec quelques nénuphars. Il y en a peu ce matin. Et ce qui est très très drôle, est que entre les deux expositions, l'armée, donc la marine, a réquisitionné les bâtiments pour en faire centre d'instruction et aussi hôpital militaire. Et donc dans ce bassin que vous voyez, qui est relativement petit, les hommes apprenaient à nager. Donc ça, tout à fait, il fait à peu près 1,50 m de profondeur. Donc il est profond pour un bassin, mais pas tant que ça. Et plus surprenant, les gens apprenaient à pagayer. Donc, dans notre musée d'histoire à Balboa Park, nous pouvons même voir des photos avec des gens ici en pagaie ou en aviron. Voilà. Et avant de te repasser la main, je voulais vous montrer aussi un autre musée gratuit parce que voilà, à Balboa Park, donc les extérieurs sont gratuits, les parkings sont gratuits. Et ça, il y a une forte volonté des habitants de San Diego de pouvoir maintenir cet accès pour tous. Mais bien évidemment, certains musées sont payants. Donc, il faut rajouter une petite somme. Et pour les résidents, parfois, ils sont gratuits certains mardis du mois. Et il y a un autre musée gratuit tout au long de l'année pour tous les voyageurs, pour tous, qui est le Timken Museum of Art. Donc, à l'intérieur, on y trouve le seul Rembrandt de tout San Diego. Et Oh! Monsieur Timken était un grand philanthrope qui, pendant aussi la ruée vers l'or, a gagné énormément d'argent. Donc lui, non pas en trouvant de l'or, mais en créant Mmh. un système de poulies, de cercles qui servaient à transporter justement l'or. Voilà. Très bien, très bien. Bon, ben, je vais te laisser la main. Où te Voilà, trouves-tu eh bien, maintenant? moi, je me trouve maintenant devant un arbre particulier dans le parc et vous le voyez, certainement à l'écran. Voilà, c'est un arbre que beaucoup peut-être ne remarquent pas, mais c'est un arbre dont je vais vous raconter l'histoire et cet arbre, c'est un séquoia géant. Les séquoias géants, comme les redwoods dont nous venons de parler, ce sont des conifères et le séquoia géant, autrefois, il y a bien longtemps, vivait sur plusieurs continents. Les continents tout le continent américain, les continents asiatiques et européens. Aujourd'hui, il ne pousse que sur le versant ouest de la Sierra Nevada
Et bon, en principe, ils ne poussent pas sur la côte comme ici, il leur faut toujours un peu d'altitude. Ce sont des arbres qui peuvent atteindre plus de 100 mètres de hauteur et qui vivent pour les plus vieux jusqu'à plus de 3000 ans. Celui-ci, il est encore jeune, il a été planté en 1880 en 1894 lors d'une grande exposition que nous avons eue dans le parc où, 2,5 millions de voyageurs, de visiteurs sont venus et 37 pays ont participé. Donc je vais m'approcher un peu. Si vous voyez bien à l'image, vous voyez qu'au pied de l'arbre se trouve une plaque qui indique son nom et son histoire. Son nom, c'est le Liberty Tree, l'arbre de la liberté. Et il a été planté lors de l'exposition universelle pour célébrer une bataille de la Révolution américaine, la bataille de Lexington et Concorde. Dans cette Révolution américaine, vous savez que les Français étaient aux côtés des Américains contre les Britanniques et cette bataille a été la première gagnée et en quelque sorte le début de la fin de l'Empire britannique en Amérique. Donc, on raconte que pour le planter, on a amené ici la terre de 150 endroits différents, principalement des champs de bataille, mais aussi de la terre de la tombe des héros comme Martha et George Washington. L'ambassadeur français Non, on est t'entend très bien. arrivé ici avec une petite boîte de métal avec de la terre de la tombe du marquis de Lafayette qui se trouve à Paris. Donc voilà, avec toutes ces terres, cet arbre de la liberté a été planté ici dans le Golden Gate Park et voilà l'histoire du Liberty Tree. Magnifique. On voit très très bien. Merci Sylvie. Moi aussi, je veux vous parler d'un arbre, d'un ancien du parc qui a été planté pour la première exposition de 1915. Je me situe devant le Moreton Bay Fig Tree, qui est donc un figuier, mais de la famille des Ficus macrophylla. Voilà. Donc, j'espère que vous le voyez bien à l'écran. Alors, la dernière fois qu'il a été mesuré, c'était en 1996, donc bientôt 25 ans. Et son tronc mesurait plus de 12 mètres de circonférence, de diamètre. En amplitude, là, si vous voyez d'un point à l'autre, vous avez 37 mètres de longueur. Et vous voyez les petits fruits d'ailleurs sur notre grand arbre dont nous pouvons profiter. Alors, ce que je vais donc vous parler aujourd'hui, c'est que c'est un arbre d'origine australienne. Donc, il pousse plutôt dans des milieux urbains. Donc, généralement, il est dans des milieux assez étroits. Et du coup, il pousse en hauteur, comme ici. Sauf que nous, il n'y a rien autour. Donc, il a pu vraiment prendre toute son ampleur et occuper tout l'espace. Donc, imaginez cet arbre qui a plus de 150 ans, voilà, enfin 110 ans, pardon. Je vais vous en montrer un autre. Alors, Balboa Park, c'est plus de 15 000 arbres, hein, comme je vous ai dit. Donc, je ne pourrais pas tous vous les montrer, malheureusement, mais il y en avait un autre aussi que j'aime beaucoup. Donc, avant d'y accéder, je vous montre notre musée d'histoire naturelle. Donc, lui, contrairement aux autres bâtiments dont je vous parlerai un petit peu après, n'est pas une structure temporaire. Auparavant, nous avions un auditorium ici, et puis il y a eu un terrible feu en 1925, et donc tout fut détruit, et du coup, notre musée d'histoire naturelle fut déplacé et créé à cet endroit. Voilà. Donc, malheureusement, voilà, mais heureusement, vous avez quelques travaux, puisque nos musées sont fermés, donc la ville en profite pour faire des rénovations de partout dans le parc.
Donc, regardez notre musée d'histoire naturelle. À l'intérieur, nous avons un Allosaurus, un squelette de dinosaure original. Nous avons aussi un pendule de Foucault. C'est vraiment un super musée à visiter, agréable pour toutes les familles, adultes comme enfants. Et voilà celui dont je voulais vous parler. Donc, à côté du palmier, là, cet arbre est donc un willow tree-like. Donc, il fait partie de la famille des saules pleureurs. Vous pouvez constater certaines branches qui descendent. Voilà. Et cet arbre, la légende dit qu'il aurait servi à James Cameron, le réalisateur, à avoir son idée pour son film Avatar. Donc, dans le film Avatar, vous avez toute une histoire avec les locaux, les natifs qui sont très attachés à la terre, et l'arbre des âmes les connecte. Donc voilà notre arbre des âmes à Balboa Park. Tu es où, Sylvie? Oui, oui. Voilà, Julie, je me trouve au bord d'un point d'eau très paisible. Vous voyez, il y a quelques canards, mais il y a aussi là-bas au fond, au soleil, un héron qui, je crois, est un héron cendré. Les hérons nichent dans le parc comme de nombreux autres oiseaux. Et la baie de San Francisco, en général, est un lieu d'accueil pour aussi les oiseaux migrateurs qui sont sur leur long chemin 2 fois par an entre le Pacifique et le Cap Horn. Donc voilà, ici sur ce point d'eau, des oiseaux, des canards au fond, vous voyez. Et c'est un point d'eau artificiel, comme tous les autres points d'eau, les cascades qui se trouvent dans le Golden Gate Park, et comme le parc lui-même, ici tout est artificiel, mais vous voyez, il y a de la vie. Voilà les canards qui sortent sur le chemin. Et il y a quelques années, ce petit lac a été envahi par des grenouilles africaines. Et ça a été vraiment un problème car il n'y avait pas de prédateurs pour ces grenouilles au goût détestable. Et donc on a été obligé d'assécher le lac. C'est une longue histoire pourquoi les grenouilles étaient arrivées ici, mais enfin le point d'eau reprend vie depuis environ un an, depuis l'année dernière, et tous ces oiseaux, c'est un beau signe, vous voyez, pour la renaissance de ce point d'eau. Également, dans le parc, il y a d'autres animaux comme des ratons laveurs qui sont très nombreux à San Francisco et on les aperçoit même dans les rues de San Francisco, surtout le soir. Et il y a aussi des coyotes que l'on peut voir en dehors du parc, mais qui logent dans le parc. Il y a plusieurs familles et on raconte que ces coyotes sont arrivés dans le Golden Gate Park en traversant le Golden Gate Bridge. Donc ils sont arrivés de Marin County. Voilà, je vais continuer Julie et je vais me diriger vers un autre endroit. Je te repasse la parole sur cette dernière image du héron qui semble à présent dormir. Oui, merci Sylvie. Là, je me situe donc devant le géant dont je vous parlais, notre musée d'histoire naturelle, qui est vraiment très très beau. Je me situe donc sur l'avenue centrale, l'avenue del Prado, qui mène donc de certains musées jusqu'à d'autres, avec des jardins au milieu. Donc, je vais vous montrer de plus près certains bâtiments. Donc, l'architecte d'origine Bertram Godhu avait fait un voyage en Perse et donc il a créé ce petit jardin vers lequel je me dirige qui s'appelle le Zorro Garden. Alors le Zorro, pas comme le héros de notre enfance avec 2 R, Zorro comme le Zoroastra, ce prophète perse qui parlait énormément des notions de bien et de mal. Voilà ce petit jardin. Et donc dont Nietzsche en parle énormément dans ses livres, ainsi parlait le Zarathustra. Donc pour l'exposition de 1915, ce jardin plus bas servait à se reposer du brouhaha permanent de la foire. Et puis pour l'exposition de 1935,
il prit une toute autre tournure puisque c'était une fausse colonie de nudistes, voilà, assez controversée d'ailleurs. Donc les gens se mettaient tout autour ici, il y avait des petits trous et ils payaient quelques pièces pour pouvoir regarder à travers. Et de nos jours, il y a d'autres habitants dans ce jardin qui sont des monarques. Vous savez, ces papillons oranges qui descendent du Canada jusqu'au Mexique. Et donc, tout est fait pour les accueillir avec des plantes exprès choisies pour leur nectar. Donc là, ce n'est pas la saison. Je n'en ai pas à vous montrer, mais je vais vous parler un petit peu plus des bâtiments. Regardez. Donc voilà nos bâtiments Balboa Park. Donc, de première vue, vous pourriez me dire « Oh, magnifique !» Tout à fait, on voit un galion d'ailleurs. Donc, en fait, c'est du faux. C'est comme si vous vous trouviez à Euro Disney ou à Disneyland. Oui. Ces bâtiments, oui, voilà, ces bâtiments de style Spanish colonial, espagnol, n'étaient pas faits pour durer. Donc, heureusement, nous avons eu, comme je vous ai dit, entre nos deux expositions, l'armée qui en a pris possession pour les maintenir en état. Et puis, nous avons eu après des leaders. Alors, comme je vous disais au début, les femmes sont assez fortes à San Diego. Et nous avions une personne dans les années 60, Bea Evenson, qui s'est battue vraiment. Et une fontaine est à son image, d'ailleurs, un petit peu plus loin, là, en face du musée d'histoire naturelle, pour les garder en état. Regardez comme c'est beau. Donc, je voulais vous parler un petit peu des fondateurs qui ont eu cette idée de parc. Donc, ils sont 3 hommes à l'origine. Et puis, ils ont été rejoints par une femme. Donc, les 3 hommes, donc, nous avions Ephraim Moses, nous avions Alfonso Horton, le plus célèbre, puisque c'est grâce à lui que notre centre-ville est à son endroit actuel. Et nous avions George Marston. Il y a un musée à son effigie. Il a légué sa maison au parc de Balboa, d'ailleurs, que vous pouvez visiter. Et donc, ces 3 hommes ont eu quand même une vision en 1868. Il faut imaginer qu'il n'y avait que 4000 personnes sur San Diego. Donc, c'était difficile de dire on va laisser des terrains arides, il n'y avait rien, et en faire quelque chose pour le peuple. Donc, attendez, je vais passer, hop, voilà. Donc, ils ont décidé de lever des fonds en 1911, le jour où la première pierre a été posée pour justement faire une exposition, pour fêter le canal de Panama et pour que tout le monde y ait accès. Et ils ont levé à l'époque plus de 6 millions de dollars. Alors 6 millions de dollars en 1911, il faut imaginer que ça ferait l'équivalent maintenant de 145 millions de dollars. Donc ce parc est beau, mais nous remercions vraiment chaque individu de San Diego qui a permis de mettre la main à la poche pour que les générations futures puissent s'y balader. Regardez, il y a un petit enfant à vélo, c'est trop mignon. Puissent s'y balader librement et gratuitement. Voilà. Et ce parc a été planté. Alors justement, d'ailleurs, lundi, sur les réseaux sociaux, je vous parlais un petit peu de l'analogie côte Est et côte Ouest. Donc, ces 3 fondateurs viennent tous de la côte Est et ils étaient venus aussi pour des raisons de ruée vers l'or. Alors, quand on pense ruée vers l'or, il ne faut pas penser nécessairement les gens qui sont venus pour chercher de l'or, mais tous les business autour, c'est-à-dire les marchands, les transporteurs, les réseaux ferroviaires, etc., et bien plus encore. Et donc, pour te rendre la main, Oui. nous avons une femme, voilà, Kate Session, très connue sur San Diego, un parc avec une vue extraordinaire sur la mer, sur le centre-ville, lui rend hommage. Et Kate Session, la personne qui plantait plus d'une centaine de variétés d'arbres par an sur Balboa Park. Voilà, donc je me retrouve d'ailleurs devant notre jardin botanique. Et Kate Session était une ancienne institutrice qui, à cause de problèmes de santé, devait rester à l'extérieur. Et donc, elle s'est dit, oh, bah, tant qu'à faire, je vais devenir horticultrice. Tout à fait. Et donc, pour avoir ces capacités-là, elle est passée par une université à côté de chez toi, UC Berkeley. Oui, bien sûr. Très célèbre ici, Voilà. université. Voilà. Tu veux que je fasse un petit tour de là où je me trouve, Julie? Oui, je veux bien. Explique-nous. Je vois des belles fougères. Voilà, des fougères arborescentes, des fougères de Tasmanie. Et je me trouve dans un jardin qui est un peu caché. Vous voyez ici, c'est une sorte de ravine naturelle
et les gens passent autour sans souvent prendre la peine de descendre jusqu'ici. Très peu de gens savent, très peu d'Américains savent que nous avons à San Francisco un mémorial national pour les malades du sida. Pourquoi à San Francisco? Eh bien, San Francisco a toujours été une ville de grande tolérance et de liberté. Aussi, les gens de la communauté LGBTQ, surtout dans la fin des années 60, les années 70, sont venus ici tout simplement pour vivre une vie normale. Et lorsque le sida est arrivé, en 1981, le premier cas, ou 1982, début des années 80, eh bien à San Francisco, ça a été une véritable hécatombe. Au début des années 90, un groupe de San Franciscains cherchait un endroit pour honorer les amis disparus. Et ils ont obtenu de la ville et de la direction des parcs cette ravine qui était inexploitée par le public. Et ils ont commencé les travaux en 1991 et les travaux se poursuivent toujours. Ils se retrouvent une fois par mois, les volontaires. Ah, j'entends à nouveau le carillon. Ah oui, Voilà. il sera rapide celui-là. Pardon. Non, c'est toujours très agréable. On peut apercevoir. Et donc, je disais que les volontaires de ce mémorial viennent une fois par mois pour jardiner ensemble. Et le slogan, si on peut dire le slogan de ce lieu, qui vous voyez est un lieu de verdure, principalement un jardin. Eh bien, le slogan c'est Heal, Hope, Remember. Guérir, espérer et se rappeler. Donc il n'y a pas de grand monument ici, c'est ce qui surprend souvent pour un mémorial. Et il y a simplement cet espace que je vais vous montrer. Voilà, ici, vous voyez cet espace qui est le cercle de la paix. De l'autre côté du jardin se trouve le cercle des amis. Et ici, dans le cercle de la paix, il y a un poème de Tom Gunn, qui est un poète britannique. Je vous le fais voir à l'écran, je ne vais pas le lire. Mais Tom Gunn est un poète qui a vécu ici en Californie et qui a enseigné également. Je crois que ce n'était pas à Berkeley, hein, je crois qu'il a enseigné à l'autre université très fameuse que nous avons autour de la baie, l'université de Stanford. Ah oui, Voilà, très connu. c'est un endroit très calme. On aperçoit là les oiseaux. Et c'est vraiment un jardin à découvrir, tout à fait dans l'esprit de ce que voulait William Hall pour le parc, le créateur du parc, qui a fait un jardin de beauté naturelle. Et ici, dans le mémorial, on a donné toute sa place à la nature. Voilà, Julie, les Merci images. Sylvie. Nous avons aussi des jardins beaucoup plus calmes. Là, je suis dans la partie centrale du parc, celle avec les musées, dont nous avons actuellement un musicien et des travaux malheureusement. Donc c'est moins reposant que là, ce que tu viens de nous partager. Par contre, je pensais à nous aussi une communauté dont il me semble important de parler, les Chicanos. Et oui, puisque nous Oui, sommes juste à côté du Mexique. San Diego est limitrophe avec Tijuana et l'influence donc espagnole est très présente à Balboa Park, mais nos amis les Mexicains sont très présents ici en termes de population et puis aussi à travers l'art, la culture, l'alimentation, les ceviches de l'autre côté de notre frontière sont
tout simplement sublimes, les poissons, les margaritas et j'en passe bien plus encore. Voilà, donc mon Les tacos, week-end les burritos, les oui! quesadillas, les enchiladas. Exactement, voilà. Donc je vais trouver un petit endroit au calme et si vous voulez, on va regarder, les questions avec un petit, musicien en fond. Donc nous avons, des bonjours de Montréal. Bonjour. Oui, ça fait vraiment plaisir. Nous avons aussi des gens de Pornichet. Bonjour Pornichet, c'est très gentil, nous avons Annecy aussi qui s'est connectée. Heu nous avons, Nathalie, qui donne le lien effectivement, que j'ai mentionné, notre musée d'histoire à San Diego et qui, je te remercie, donc sandiegohistory.org. Voilà. Ensuite, nous avons un coucou de l'Algérie. Bonjour Mohamed. C'est super. C'est super, Bonjour, nous avons des bonjour. remerciements, bien, je suis contente Stéphanie de vous avoir fait connaître Balboa Park. Bonjour à tous. Voilà. Alors Jean nous demande quels seraient les 5 musées incontournables à visiter à Balboa Park? Ça dépend ce que vous aimez faire, hein, puisque comme je vous ai dit, on en a 17. Donc si vous êtes fan d'avion, je vous conseillerais d'aller, dans notre, Air and Space Museum. Si vous préférez les voitures, nous avons un musée de l'automobile. Si vous aimez, les petits trains électriques, nous avons un musée de petits trains. Donc c'est difficile pour moi de choisir le musée d'art. Le musée d'art, si la France vous manque, voilà, ça va, il n'y a personne. Si la France vous manque, notre musée d'art, vous avez du Toulouse-Lautrec, du Picasso, donc vraiment, il est extraordinaire aussi. Le Timken, pour ses spécificités, dont je vous ai mentionné le Rembrandt, mais aussi il y a des icônes russes. Donc celui-là est gratuit et c'est vraiment, vraiment sympathique. Après, si vous êtes fan d'histoire, que vous y connaissez vraiment sur San Oui, Diego, la il y a des maison très de belles. George Manston est intéressant à visiter, voilà, puisqu'on voit on voit la vie au début du XXe siècle. Mais si je devais faire mon choix, moi, de mes 5 préférés, donc, et on a un musée de la science aussi. Mais alors, musée de la science, c'est vraiment pour les tout petits. Il n'est pas aussi beau que celui du Golden Gate, hein. Il est mieux à San Francisco pour les familles, mais pour les tout petits, on a un musée de la science aussi. Mais bon, ça va jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc moi, à l'heure actuelle, si je devais vous dire, j'aime beaucoup notre Air and Space Museum, notre Timken Museum, notre musée d'art, notre musée d'histoire naturelle. Et en dernier, je voterais peut-être pour le musée de la photographie. Parce que dans le musée de la photographie, il y a des artistes peu connus qui prennent des photos assez originales. Il y avait pas mal d'expositions aussi avec des lycéens ou des écoles. Et je trouve que c'est bien aussi les grands artistes, mais c'est bien aussi de donner sa chance aux moins connus. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu une interruption de communication dans cette Alors, ravine où je me trouve. on nous demandait combien de temps pour visiter le Golden Gate Park. Pour visiter le Golden Gate Park, on peut prendre au moins une bonne demi-journée. On détaille très, très bien cette visite à faire par vous-même sur notre site de l'Esprit San Francisco. Donc je vous conseille d'y aller, une demi-journée et visiter l'un des 2 musées et se promener agréablement, dans les différents jardins. Voilà. Donc, n'oubliez pas, marquez sur vos agendas le 17 décembre, jeudi 17, 10 h ou 19 h ou 8 h à Tahiti. Et nous vous parlerons de nos missions californiennes, sachant que San Diego de Alcala est la première de toute cette longueur de mission que nous pouvons trouver en Californie. Et Sylvie, elle, vous parlera de celle qui se trouve à San Francisco. Puis, merci d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir pris quelques minutes sur nos vies bien occupées pour voyager à San Francisco et San Diego simultanément. Je vous remets, avant de vous quitter, une petite image de notre magnifique ciel bleu. Voilà. Et je vous souhaite à tous eh bien, un bon week-end. Au revoir. Au revoir Julie et Au au revoir revoir les Sylvie, amis. merci. Au Au revoir revoir tout tout le le monde. monde et je vous quitte moi avec ces redwood, cette image de séquoia redwood. Au revoir. Au revoir.